Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Nous sommes début 2026 et je me propose de vous faire un petit bilan de 2025 sur certains actifs et de regarder ce qui pourrait nous attendre pour 2026. Mais surtout, je partagerai avec vous des stratégies concrètes, backtestées depuis plus de 15 ans, pour que vous puissiez éventuellement vous positionner en toute connaissance de cause. Merci de bien vouloir liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Nous serons ravis d'avoir vos avis et opinions sur les actifs que je vais vous présenter ici et sur vos valeurs préférées pour cette année 2026. Alors revenons d'abord sur la hausse du SP500 qui s'est produite en 2025, une hausse de presque 16%. Alors malgré une baisse de plus de 15% en avril, suite à l'annonce de Trump d'appliquer des tarifs exorbitants à l'importation, alors qui l'eût cru en pleine tourmente au mois d'avril qu'on finirait l'année en hausse, car ça fait quand même une hausse de plus de 40% depuis les points bas du mois d'avril. Alors comme vous pouvez le voir sur ce graphique en bougie hebdomadaire, on est dans une tendance franchement haussière depuis justement le mois d'avril. On voit ici une moyenne mobile exponentielle 50 périodes, on voit qu'elle est très orientée à la hausse, à pratiquement à 45 degrés. Alors j'en ai parlé plusieurs fois sur BFM Business dans l'émission du Good Morning Market. Le niveau des 7000 est très travaillé par les investisseurs sur options. Alors je pensais même qu'on atteindrait les 7000 points avant la fin d'année 2025. Alors ça n'a pas été le cas, et en plus il n'y a pas eu de Santa Claus Rally non plus. Mais au moment où je tourne la vidéo, il y a encore beaucoup de positions ouvertes sur le strike de 7000. Alors même si je pense qu'il y a une grande probabilité d'avoir une récession aux USA, et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo un peu plus tard, je pense quand même que les 7000 points sont une cible qu'on atteindra dans le premier trimestre. Alors si vous pensez que les marchés vont monter, rester stables ou avoir une baisse modérée en 2026, alors vous pourrez tenter cette stratégie qui a été backtestée depuis 2007 et qui a donné un taux de réussite de 94,7% depuis 2007. Alors certes, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais malgré quelques années agitées comme par exemple 2022, la stratégie n'a perdu qu'une seule fois, et c'était pendant la plus grosse crise qu'on ait connue depuis plus de 20 ans. C'était en 2008 avec les subprimes. Donc il s'agit d'une stratégie qu'on appelle le bull put spread, et qu'il faut ouvrir début janvier en choisissant de vendre une option delta 16 et d'acheter une protection delta 10. On va choisir l'expiration du mois de décembre, donc décembre 2026. Voilà, alors je vais passer sur le pricer de ProRealTime sur la V13 pour vous montrer ce que ça donne. Donc on choisit l'indice SP500, on va chercher assez loin l'expiration du mois de décembre 2026. Alors c'est l'expiration classique, donc c'est celle-ci. Et on va donc augmenter le nombre de strikes puisque on va aller chercher loin également avec le delta 16. Voilà, donc on va chercher le delta 16 comme je l'indiquais dans le slide. Donc le delta 16, ça va être alors soit le 5825, soit le 5800. Ce qu'on va faire, on va prendre l'expiration qui est où il y a le plus d'open interest, vous voyez, il y a le plus de volume, donc ce sera un peu plus liquide. Donc je vais vendre celui-ci et je vais acheter le delta 10. Alors le delta 10, il est ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre le 5300, puisque lui aussi, il a un open interest qui est plus élevé que les autres. Voilà, donc ça nous donne un prix moyen. Donc on essaie toujours d'être exécuté à peu près au mid-price. Donc le prix moyen, on va dire 51,40. Voilà pour un crédit. Voilà, donc au niveau de l'analyse, vous voyez, on a donc un gain potentiel de 5140 dollars pour une perte de 43 000 dollars. Alors là, effectivement, ça fait beaucoup sur l'indice SPX. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre soit le SPY, soit l'indice XSP par exemple pour trouver quelque chose de plus petit. Mais en tout cas, c'est le concept. Alors bien entendu, on est sur un bull put spread. Donc un bull put spread, on a une perte qui va être plus gros que le risque. Ça, c'est toujours comme ça, puisqu'on vend des options qui sont très 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 loin. Vous voyez, il faut que le SP500 ne baisse pas de 16%. Donc forcément, on a un taux de réussite qui va être très 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 élevé. D'ailleurs, le backtest, il le prouve. On a un taux de réussite de plus de 90%. Donc c'est pour ça que le marché ne nous donne pas un risk-reward ratio qui va être favorable. On va pouvoir profiter de ce trade qui est un taux de réussite très élevé. Donc voilà, si c'est trop élevé, bien entendu, sur le SPX, ce qu'on va faire, comme je vous dis, on va aller chercher sur d'autres actifs, comme le SPY. Le SPY, c'est l'ETF du SP500, et on va retrouver exactement les mêmes strikes, enfin les mêmes deltas plutôt. Voilà, donc on va prendre le delta 16, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc delta 16, ça va être le 580. Donc je clique sur vente et j'achète le delta 10. Et donc on va prendre par exemple le 530. Voilà.
Et donc là, on est sur 5,36 en prix moyen. Je vais mettre 7,35 par exemple. Et je vais voir ce que ça donne en analyse. Voilà, donc on a là cette fois-ci un risque qui est beaucoup plus petit, hein. C'est normal. Donc là j'ai un petit bug au niveau de la plateforme, puisque normalement je devrais avoir quand même un multiplicateur de 100. Donc là en fait il n'est affiché que le prix de la prime. Donc j'ai un gain ici qui va être du montant de la prime que je touche. Donc si j'ai touché 535, enfin 5,35 fois 100, ça va me faire 535 dollars de gain maximum. Et donc la perte, ça va être la différence entre mes strikes. Donc de 50 moins 5,35, ça va nous faire 45, donc 44,60, c'est ce qui est ici. Alors x 100, ça fait 4400. On retrouve le même ratio, si vous voulez, les mêmes proportions de gains par rapport à la perte. Donc petit gain, grosse perte. Mais le taux de réussite est également identique, avec un taux de réussite de plus de 90%. Alors voici un actif qui a vraiment fait une belle performance en 2025. Il s'agit de l'or, puisqu'avec une hausse de 65%, le métal jaune a battu bon nombre d'actifs en 2025 et beaucoup annoncent encore une très bonne année pour les matières premières et notamment les métaux précieux. Alors, c'est sûr que c'est tentant de vouloir acheter de l'or, mais attention tout de même, car on est monté très vite et très fort. Regardez ce graphique en bougie trimestrielle et regardez comme on est loin de la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. Alors, lors de la dernière hausse fulgurante sur l'or dans les années 2000, aussi en bougie trimestrielle, hein, regardez la distance qu'on avait obtenue avec la moyenne mobile 50 périodes. On était à 48% de distance. Et regardez où on est aujourd'hui. Si je prends, voilà, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et je me mets voilà, sur la moyenne mobile 50 périodes, on est à 54%. Donc on est encore plus loin que la dernière fois où après on a retracé. Voilà, donc à mon avis, il ne faut quand même pas s'attendre encore à une hausse non plus démentielle. Alors, par contre, il y a un phénomène psychologique quand même, parce qu'on est quand même pas loin des 5 000 $. Il y a un peu plus de 10% hein, pour les atteindre. Donc, c'est quand même possible qu'on touche les 5 000 $, mais pour moi, ça sera vraiment plutôt un plafond, surtout si on continue de s'éloigner de la moyenne mobile comme ça en trimestriel. Alors, à court terme, sur janvier, février et mars, on a énormément de volume toujours sur le strike 4600. Voilà, donc bon, vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Et donc, ouais, voilà, toujours un gros intérêt des investisseurs sur les futurs janvier, février, mars sur le strike 4600. Donc les 4600 sont à portée de main. Je ne serais pas surpris qu'on les touche. Bon, pour l'instant, après, à voir comment ça évolue sur le restant de l'année, mais encore une fois, voilà, on est quand même très loin de la moyenne mobile 50 périodes en trimestriel. Donc une accalmie ou un retracement, alors pas forcément retracé jusqu'en bas, hein, mais en tout cas un retracement léger au moins, ne serait pas complètement impossible. Alors si vous pensez que l'or va encore monter, rester stable ou avoir une baisse modérée en 2026, alors vous pourrez tenter cette stratégie qui a été backtestée depuis 2008 et qui a donné un taux de réussite de 94,4% depuis donc 2008. Alors certes, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais malgré quelques années agitées sur l'or, la stratégie n'a perdu qu'une seule fois et c'était en 2013. Il s'agit encore une fois de la stratégie sur option qu'on appelle le bull put spread. Il faut ouvrir le trade à l'expiration du mois de janvier, donc cette année ça va être le 16 janvier, et il faut choisir de vendre une option delta 20 et d'acheter une option delta 10 en protection sur l'expiration de janvier, et ça sera donc janvier 2027, donc 365 jours d'expiration. Voilà, alors pour la démonstration, je vais faire exactement comme pour le backtest, je vais partir sur le TFGLD, donc qui est l'ETF de l'or. Donc j'ai déjà pris l'expiration du 15 janvier 2027. On va augmenter le nombre de strikes, on va tous les mettre, ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai mis tous les strikes. Donc on va chercher le delta 20, donc c'est celui-ci. Donc on va vendre le strike 365 et on va acheter une protection delta 10. Donc on va acheter le strike de 328 ou 329. Il y a un petit peu plus de volume, 330 aussi. On va prendre le 330, c'est un chiffre rond et il y a plus de volume. Voilà. Donc 653 en mid-price, on va tenter 650. Voilà. Donc on va toucher un crédit de 650 et on va aller voir sur la chaîne d'options ce que ça donne. Pardon, sur le graphique, l'analyse. Voilà, donc là vous voyez que on peut gagner 649 $ à expiration
et on peut perdre 2850. Donc c'est un peu mieux que tout à l'heure sur l'indice SPX, on a un meilleur ratio, mais on reste sur un bull put spread, donc on reste toujours sur un gain qui va être plus petit que la perte, ça c'est normal parce qu'on a un taux de réussite qui va être très élevé. Vous voyez, les probabilités de profit sont marquées là, hein, 73%. Donc voilà, si on a 73% de chance de gagner, c'est normal que le marché ne nous donne pas un risk-reward ratio qui soit favorable. Voilà, donc il faut que, pour que le trade commence à être perdant, il faut qu'on ait une baisse de plus de 13% sur l'or. Voilà, donc ça c'est au moins comme ça on sait à quoi s'attendre. Et voilà, on a un gain qui est capé, on a une perte qui est capée, le risque est prévu à l'avance. Avec ce genre de trade, il n'y a pas de surprise. Voilà, alors maintenant je vous présente un autre métal qui a beaucoup grimpé, il s'agit du cuivre. Donc là je vous ai mis le futur HG, qui est donc le cuivre futur. Et on voit qu'en 2025, voilà, il y a eu quand même quelques soubresauts, mais une très très forte remontada là, sur le dernier trimestre. Et donc le cuivre finit avec une hausse de près de 40% sur 2025. Alors il faut savoir que cette hausse n'est pas spéculative, mais purement structurelle. Il y a trois forces convergentes qui expliquent la hausse et un potentiel haussier qui n'est encore peut-être pas terminé. Premièrement, il y a la transition énergétique qui rend le cuivre absolument indispensable. Il faut savoir qu'une seule éolienne de 3 MW nécessite plus de 4 tonnes de cuivre, et chaque kilomètre de réseau électrique peut en consommer 2 à 3 tonnes supplémentaires. Et l'électrification massive, comme les véhicules électriques, les bornes de recharge, la domotique, etc., crée une demande structurelle incompressible. Alors deuxièmement, vous avez l'explosion de l'IA qui amplifie cette demande. Les data centers, les infrastructures de calcul et les réseaux nécessaires à l'IA sont extrêmement gourmands en cuivre. Cette double demande transition énergétique plus révolution de l'IA n'existait pas lors des précédents cycles haussiers du cuivre. Et troisièmement, et c'est crucial, l'offre ne suit pas. Les capacités minières peinent à suivre la demande. Les mines prennent 10 à 15 ans à se développer et la qualité des gisements diminue. Certains analystes estiment même que sans nouvelles mines, le prix pourrait dépasser les 12 dollars d'ici 2030. Voilà, alors j'ai pas de backtest à vous proposer sur le cuivre. Alors soit vous pouvez trader directement le gros contrat futur HG sur le cuivre, soit vous pouvez choisir à ce moment-là de prendre une action qui s'appelle Freeport-McMoRan. Donc le symbole est FCX. Et vous voyez qu'elle suit le cours du cuivre, hein. Et donc grâce avec cette action, vous aurez comme ça une opportunité d'investir dans le cuivre. Alors bien entendu, je vous conseille toujours d'utiliser les options pour protéger vos investissements. Il faut savoir qu'à l'atelier des options, on vous apprend à assurer vos actions au tiers sans aucun frais. Donc pour vous donner un exemple, c'est comme si vous assuriez votre voiture au tiers, mais totalement gratuitement. Alors certes, de t'assurer au tiers, mais c'est gratuit. Vous voyez, donc là, il faudrait que je regarde, et puis ça dépend des strikes et des expirations qu'on choisit, mais par exemple, vous pourriez dire, bah voilà, si vous étiez rentré là, quand on est venu taper, je sais pas, la moyenne mobile, 50 périodes, mettons que vous soyez rentré à 40, bah, si vous décidez de vous protéger à 40, voire même peut-être 45, vous pourriez le faire gratuitement, avec ce qu'on vous apprend à l'atelier des options. Voilà, alors maintenant je vais vous parler du crude oil, donc le WTI crude oil, qui est le crude oil américain, le pétrole américain. Et donc le pétrole, bah, c'est un actif qui a baissé cette année, en 2025. Il n'a pas du tout eu la même performance que les autres matières premières, et il termine en baisse de près de 20%. Alors pourquoi le crude oil a-t-il baissé en 2025 malgré le durcissement des sanctions contre la Russie et contre l'Iran, et malgré les tensions qu'Israël a provoquées en bombardant ses pays voisins? Alors tout simplement parce que la production de pétrole est supérieure à la demande. En effet, l'Agence internationale de l'énergie a constaté une surproduction de pétrole par rapport à la demande, et pour l'instant, il va en être encore de même pour 2026. Alors plusieurs raisons sont évoquées. D'abord, les États-Unis produisent comme des malades, avec le fameux Drill Baby Drill, ils sont devenus le premier producteur mondial. La croissance chinoise n'est plus ce qu'elle était, et l'électrisation des voitures et le développement des énergies renouvelables font que la demande va rester plus faible que l'offre. Voilà, alors là encore, je n'ai pas de backtest à vous proposer, mais voici ce qu'il est possible de faire sur le crude oil en fonction de vos analyses et de vos convictions. Si vous pensez que les prix du pétrole vont rester bas, vous pouvez tenter de shorter les marchés à chaque fois qu'il y a un rebond du pétrole, comme sur un retour de moyenne mobile, par exemple. Vous voyez que là, ça a très bien marché sur la moyenne mobile 50 périodes, par exemple. Si vous pensez par contre que le pétrole ne peut pas descendre trop bas et qu'il y a une zone plancher sur laquelle on ne peut pas vraiment descendre, vous voyez les 55 dollars, c'est un support qui a très bien marché, 55-56 dollars, très bien marché sur 2025 par exemple, bah là vous pouvez tenter un rebond. Et si vous n'avez pas vraiment de conviction, mais vous pensez que les prix du pétrole ils vont osciller pendant l'année 2026 entre, on va dire, 65 dollars et 56 dollars, comme ça a été le cas sur l'année 2025, vous pouvez à ce moment-là tenter des Iron Condor. C'est une stratégie qu'on appelle l'Iron Condor et qui permet de trader des ranges grâce aux options.
Donc ça, c'est la magie des options. Vous pouvez toujours trouver une stratégie qui va être adaptée au scénario que vous avez envisagé. En début de vidéo, lorsque je vous ai fait le bilan du SP500 sur 2025, je vous ai dit que je pensais qu'on avait de grandes chances de voir les USA tomber en récession. Alors je vais maintenant vous expliquer pourquoi je pense que ça va arriver, tôt ou tard, et peut-être même plus tôt que tard. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique de la Fed qui soustrait le 10 ans aux 2 ans. Donc ce sont les rendements des taux du 10 ans et on soustrait les rendements des taux du 2 ans. Donc par exemple, si on emprunte à 2 ans aux États-Unis avec un taux de 3%, la logique veut qu'on emprunte sur du plus long terme, donc 10 ans par exemple, à un taux de 4%. Donc si j'emprunte à 3 et que si sur 2 ans j'emprunte à 3 et que sur 10 ans j'emprunte à 4, la différence est positive, et ce qui est tout à fait logique. C'est normal d'emprunter plus cher sur un long terme que d'emprunter plus cher sur du court terme. Donc ça c'est tout à fait logique. Donc quand on est au-dessus de 0, c'est tout à fait logique. Maintenant, quand on passe en dessous, bah, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'on a un phénomène inverse qui se produit. On emprunte plus cher à 2 ans qu'à 10 ans. Donc c'est un phénomène qui n'est pas normal. Et on voit bien d'ailleurs sur le graphique qu'on est dans 80% du temps, voire peut-être même plus, on est au-dessus de 0, ce qui est tout à fait logique. Et quand on passe en dessous de 0, ça ne dure pas. Par contre, quand on passe en dessous de 0, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On a des zones grisées ici. Ces zones grisées, ça correspond à une récession aux États-Unis. Et bien regardez, à chaque fois qu'on passe en dessous de 0, on a une zone grisée qui arrive derrière. Mais c'est pas instantané. Vous voyez là, on était en dessous de 0 et c'est plus tard. En fait, il ne faut pas surveiller quand on est en dessous de 0, il faut surveiller quand on repasse au-dessus de 0. Et c'est quand on repasse au-dessus de 0 où il y a un délai aussi de presque un an, mais normalement on tombe en récession dans la foulée. Donc à chaque fois qu'on est passé en dessous de 0 et qu'on est repassé au-dessus, il y a eu une récession derrière, depuis les années 80. Alors pour l'instant, là, en 2024, elle ne s'est pas encore produite la récession, mais en tout cas, ça fait partie des possibilités. Un autre graphique que je tenais à vous montrer, c'est justement les taux directeurs de la Fed, le fameux taux dont la Fed parle dans ses FOMC meetings. C'est ce qu'on attend régulièrement plusieurs fois par an. Et donc vous avez les taux qui sont montés jusqu'à 17% dans les années 80 et puis qui même sont tombés à zéro pendant les années 2010 à 2020. Alors encore une fois, vous avez un grisé, vous avez les récessions. Regardez quand est-ce que les récessions arrivent. Elles arrivent systématiquement à chaque fois que la Fed baisse ses taux. Et très souvent, la Fed commence par baisser ses taux et la récession arrive après. D'accord? Donc systématiquement, vous voyez là, on a une baisse de taux, récession. Baisse de taux, récession, baisse de taux, récession. Baisse de taux, récession. Et là, on a une baisse de taux et la récession n'est pas encore là. Normalement, quand la Fed baisse ses taux, c'est que l'économie va pas bien. Donc là, c'était pour lutter sur l'inflation en 2022 qu'on a eu une très forte hausse. Maintenant, l'inflation diminue, donc elle baisse ses taux. Mais cela n'empêche que, pour moi, l'économie américaine n'est pas non plus quand même super top. Et une baisse des taux, surtout si elle se poursuit, n'est pas un bon signe envoyé au marché. Voilà, donc un autre graphique que je tenais à vous montrer, c'est le Michigan Sentiment Consumer Index. Donc c'est un indice qui est produit par l'Université du Michigan et qui reprend le sentiment des consommateurs américains. Ce que je tenais à vous montrer, encore une fois, à chaque fois qu'on est en grisé, c'est les récessions américaines. Et regardez surtout lorsque l'indicateur est assez bas, en dessous de 60-70, à chaque fois également, vous voyez qu'on a une récession qui se produit. Et donc là, on a eu plusieurs points bas, donc des points bas jamais égalés, hein, donc on est tombé plus bas que dans les années 80, et pour l'instant la récession n'est encore pas arrivée. Voilà, donc les trois graphes que je viens de vous montrer, ce sont, encore une fois, moi je considère que ça fait un petit peu comme les stratégies de backtest que je fais, c'est-à-dire que je regarde dans le passé et je vois ce que les marchés ont fait après. Dans les trois graphes que je vous ai montrés, 3 fois, normalement, quand on a des conditions identiques à aujourd'hui, on a une récession qui arrive. Alors pour l'instant, la récession n'est pas encore arrivée, et même si les statistiques passées venaient à me donner raison, ce qui n'est pas encore sûr, le plus dur reste de savoir quand les marchés vont baisser. Et ça, c'est impossible de timer vraiment précisément le marché. C'est pourquoi il convient de s'y préparer avec des stratégies spéculatives qui sont diversifiées et en protégeant son portefeuille d'investisseurs avec des stratégies adaptées. Et c'est exactement ce que nous vous apprenons dans notre masterclass et notre club Excellence. Alors merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci de bien vouloir liker la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à la commenter avec vos propres analyses et dites-moi si vous pensez que les USA vont rentrer en récession ou non. Alors si vous voulez revoir toutes nos vidéos et connaître nos dates des prochaines formations et webinaires gratuits qu'on organise régulièrement, avec Euronext ou le CBOE,
n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en cliquant sur la phrase jaune ici. A bientôt pour une prochaine vidéo.